Nouveau Grand Prix avec 3 écuries différentes sur le podium. On est parti cul-camion pour débriefer ce Grand Prix de Belgique. Bienvenue dans Lights Out, je suis ici avec Baptiste comme d'habitude. Baptiste, comment ça va ? Salut Raph, ça va au top et toi ? Ça va, merci. Et on est avec évidemment Quentin en distanciel aujourd'hui. Comment tu vas, Quentin ? Ça va très bien et vous, messieurs ? La forme comme d'habitude. Au top. Parfait, on sort d'un bon week-end de Grand Prix. Grand Prix de Belgique qui sera donc désormais en alternance. Et on a profité de ce Grand Prix pour avoir du spectacle, pas en course. Enfin, en course, mais pas à la télévision. Avant de vous rappeler les résultats de ce Grand Prix, c'est vraiment le point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui parce que j'en ai ras-le-bol. On ne voit rien sur les Grands Prix de Formule 1. On se tape des premiers ou des deuxièmes ou des troisièmes en course qui ne font rien pendant qu'il y a des batailles mais somptueuses au midfield ou même un peu derrière, mais surtout au midfield. Et putain, mais je découvre ça sur les replays de la chaîne YouTube de la Formule 1, donc sur les highlights radio, donc du coup j'en parlais avec toi Baptiste juste avant. Il y a des batailles de fous furieux, on ne voit rien en direct le dimanche, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait découvrir tout ça après coup, ça me met hors de moi et ça, j'ai l'impression d'avoir gâché les 2 heures de Grand Prix ce week-end. Bah écoute, je suis d'accord avec toi et en fait pour compléter tes propos, c'est vrai que quand j'ai regardé le Grand Prix de Belgique ce dimanche, je me suis franchement ennuyé. Il y a même un moment où, je vais être honnête, je me suis assoupi devant parce que on nous montrait pas grand chose en piste. Et c'est vrai que bon, t'avais Leclerc, Antonelli, mais ça se battait pas directement en piste, quoi. Et c'est vrai qu'après coup, pareil, en regardant les résumés, je me suis dit, mais ça on l'a pas vu, ça on l'a pas vu. Et ouais, c'est vrai que je sais pas si c'est la faute à la réalisation, si c'est les consignes qui font que bon on donne priorité au trio de tête et on laisse les autres se battre et sans forcément montrer, ou en tout cas en direct. Mais ce Grand Prix de Belgique qui paraissait ennuyant à la télé semblait au final pas si ennuyant que ça quand on était sur place ou quand on avait vraiment tous les on-board en visu. J'attends ton avis, Quentin, justement. Je vais essayer de faire une analogie après qui peut-être vous parlera. Mais Quentin, toi, t'en as pensé quoi ? Tu l'as remarqué, ça ? Là, bien évidemment, mais très franchement, on en a parlé déjà plusieurs fois depuis le début de cette saison. Il y a clairement un problème de réalisation internationale. On sait que malgré tout, ça reste les décisionnaires sur les Grands Prix qui diffusent les actions entendues. Comme tu dis, est-ce qu'il y a un accord pour demander à ce qu'on filme explicitement la tête ? Mais quand on voit la qualité des actions qui est pourtant en fond, on a sauf erreur, la plus grande remontée depuis presque un last to podium de la part d'un pilote français sans spoiler les résultats à venir. Des très beaux dépassements pour rappeler des dépassements pour le titre entre Hakkinen et Schumacher, etc. On n'a rien vu tout ça. Et à la fin, comme vous dites, on doit récupérer ça sur Twitter avec des on-board publiés après la course. Je trouve ça extrêmement dommage. Et en fait, à la fin, ça sert, comme dit Baptiste, on va finir par faire des siestes dominicales, un peu comme des siestes Tour de France, mais avec la Formule 1, et découvrir peut-être des actions a posteriori. Donc ça ne sert à rien d'allumer sa télé, de prendre le temps, en tant que fan du sport, ou alors presque personne intéressée, pour se retrouver et ne voir que les résultats avant de découvrir les véritables actions a posteriori. Ça commence, je suis d'accord, à bien faire. J'avais cette sensation en sortant du Grand Prix que il était pas fou, mais tu vois, ça va, j'avais assez apprécié, il y avait eu un petit peu de spectacle. Et tu sais, là, après coup, je me dis, mais je m'en veux de penser ça, parce que ça veut dire que vraiment on nous a habitués à des Grands Prix, à ce qu'on nous montre, encore une fois, à des Grands Prix, mais chiants à la mort, pour que moi je ressorte satisfait d'un Grand Prix où il s'est finalement pas passé grand-chose à la télé. Et alors qu'en fait, il y a eu des spectacles de dingue. Et j'ai l'impression, en fait, c'est comme si on vous filmait un match de foot, mais qu'on vous montrait que les 2 ou 3 attaquants, parce que peut-être qu'à un moment, ils vont marquer, puisque c'est leur rôle. Mais tu sais qu'on ne voyait pas le jeu. Et ça me rend dingue, encore une fois, de découvrir tout ça après coup. On va en parler, parce que du coup, au midfield, il s'est passé des dingueries, tu l'as dit, ces 3 de front, avec les 2 Alpines et Lawson. Mais c'est fantastique, ça. C'était incroyable. Mais bon... voilà, je vais pas étaler mon coup de gueule plus longtemps que ça, mais je voulais en parler parce que vraiment c'est complètement dingue et j'ai remarqué que évidemment qu'on n'était pas les seuls à parler de ça et que je ne comprends pas en fait qu'il y ait toujours rien de fait, sachant que ça fait des mois que ça dure et que ça a l'air de gêner personne du côté de la FIA. Enfin bon, bref. Surtout que devant, c'est pas comme si non plus il y avait des écarts infimes.
Généralement, quand Antonelli est devant, la messe est dite assez rapidement. Donc on peut Oui, quand et même puis- rapidement se tourner vers ce qui se passe derrière parce que Et puis, devant, Exactement. c'est rapidement plié. je rappelle qu'il y a un réalisateur qui est justement là pour rebasculer sur une autre caméra si jamais il se passe quelque chose devant. Donc rien ne nous empêche. C'est pas comme si on n'avait pas les moyens techniques de basculer du midfield à la première place d'un seul coup visuellement. Enfin bon, bref. Pardon, je sens que je m'énerve. Mais ce week-end, donc, très 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 bon week-end. De nouvelle victoire de Kimi Antonelli, 25-0 par rapport à George Russell sur le week-end, parce que le pauvre George Russell, il a même pas fait un tour sur ce Grand Prix de Belgique. Kimi Antonelli rafle tout quand George termine à nouveau dans les graviers. Quentin, on l'a vu s'accrocher avec Lewis Hamilton en tout début de course. Ouais, exactement. C'est juste après la ligne droite Kemmel que les deux pilotes s'accrochent dans cette fameuse chicane. Et donc c'est dommage, mais pourtant un fait de course. George Russell l'avouera de lui-même. Lewis Hamilton part clairement en sous-virage puis sur-virage et en rattrapant la voiture se retrouve décalé vers l'intérieur. Du coup, extérieur de son virage et intérieur du prochain, et va simplement envoyer George Russell dans le bac à gravier, ce qui va signer la fin de son Grand Prix car il ne pourra pas s'en extirper. Et voilà, un pilote britannique qui accuse un gros coup dur supplémentaire, encore une fois dans cette saison. Ça commence à faire beaucoup, et surtout que cet acte est doublement dommageable. La course va entraîner une pénalité de 5 secondes pour le pilote britannique Lewis Hamilton. Alors messieurs, j'aimerais bien entendre vos avis d'ailleurs, parce que ça fait pas mal de débats, notamment en ligne, pour savoir si cette pénalité était méritée. Alors, De mon vas-y, point de vue, vas-y. elle l'était, mais il y avait des circonstances atténuantes parce qu'on est vraiment au premier tour. Et donc, dans ces situations-là, on peut s'attendre à ce que tu aies un peu de clémence. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Et puis, bon, quand tu regardes les ralentis, euh, certes, Hamilton accroche la roue arrière droite de Russell et C'est clairement l'envoie de sa faute, dans il le n'y a, bac. pas de débat là-dessus. Oui, Alors, c'est de sa faute, mais est-ce que c'est vrai, enfin, est-ce que c'est vraiment de sa faute dans le sens où lui, il braque le volant quasiment à fond et il est plus victime du sous-virage de sa Ferrari qu'autre chose. Ouais, mais tu dois être maître de ton véhicule. Là où je dis qu'il y a des circonstances atténuantes, c'est qu'on est au premier tour, donc tout le monde est resserré. Il y a en effet une voiture devant lui, je ne sais plus laquelle, qui l'empêche de prendre la trajectoire qu'il veut au départ. et Et Max Verstappen. Ouais, c'est voilà, Verstappen. Max Verstappen, ce qui l'oblige en fait à freiner un petit peu plus et donc à sous-virer encore plus au milieu de virage, ouais. Et c'est ça qui Ouais, l'emmène mais sur pour moi, George c'est pas Russell. comme si, tu vois, il avait contre-braqué ou qu'il avait perdu le contrôle du volant. Enfin, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec cette idée de lui mettre 5 secondes de pénalité parce que, enfin, il y avait aucune intention de mettre Russell dans le bac. Évidemment, il n'y a pas d'intention, mais c'est Euh, encore une fois être maître de son véhicule. Ouais, Et mais alors voilà, ça, pour moi, en c'est plus, effet, ça relève Lewis l'a pas plus, été. ça relève plus de l'incident de course qu'autre chose pour moi. Je suis Et à moitié d'accord. ça aurait été n'importe quel autre pilote, j'aurais vraiment dit la même chose. Donc, ouais, je trouve ça dommage. Moi, je trouvais la pénalité assez logique puisque tu demandais Quentin, mais pas au premier tour. C'est-à-dire que tu l'aurais vu dans n'importe quel tour, n'importe quel autre tour, j'aurais dit oui, en effet, pénalité normale. Mais là, je sais pas, le fait que ce soit au premier tour, je m'étais dit, bon, c'est un peu dommage de pénaliser tout de suite comme ça. Alors, un corps Ouais, est. vraiment, on dirait qu'ils ont plus pénalisé, pourtant c'est ce qu'on n'est pas censé faire, les conséquences que l'action en elle-même, Ouais. parce que malheureusement, Ouais. là j'ai l'impression que du fait que le pilote abandonne, on s'est montré plus sévère, sauf qu'il y aura peut-être un autre débat après sur une autre manœuvre avec un second pilote Ferrari. Ah bah tu fais bien d'en parler parce que je voulais justement aller là-dessus, Quentin. Un qui aurait mérité une pénalité, c'est Charles On Leclerc est d'accord là-dessus. sur sa défense sur Oscar Piastri au On 8e est tour. d'accord. Pareil, au bout de la Ouais, ligne droite de Kemmel, là. juste avant les combes, où Leclerc est à l'intérieur de la trajectoire, Piastri à l'extérieur. Il lui laisse, mais il a même pas le minimum d'espace pour que Piastri tente le dépassement, et ils finissent par s'accrocher. Ça aurait pu finir en très gros crash, comme l'a dit à juste titre Piastri quelques instants après la radio. Et là, pour le coup, pour moi, Leclerc aurait mérité une pénalité. Oui, j'ai pas compris qu'ils s'en sortent en fait sans rien parce que ça ressemblait vraiment au fait de trop tasser quoi. Il a tassé sur la ligne droite. Tu peux t'en sortir, mais quand la zone de freinage arrive, tu dois laisser un petit peu cet espace-là parce que là, il y a du mouvement quoi. Donc j'ai pas compris que Charles ne prenne pas de pénalité à ce moment-là. D'autant plus qu'il a failli refaire la même avec Lewis Hamilton 4 tours plus tard, si vous regardez bien. Oui. Pareil, Ah ouais. il est à l'intérieur, Hamilton est sur l'extérieur. Il lui laisse le minimum de place. Et heureusement que Hamilton arrive sur le vibreur extérieur et qu'il peut un petit peu se décaler vers la gauche parce que sinon, ça partait en toupie, quoi. Et c'était course terminée pour au moins une des Ferrari. J'avais pas vu cette action avec Charles et Lewis juste après, mais sur celle avec Piastri, ouais, comme tu l'as dit, je sais pas Quentin, toi ce que t'en penses, mais moi j'étais plutôt d'avis qu'il fallait mettre la pénalité ici.
Bah, moi, clairement, oui, j'aurais inversé la pénalité aux deux pilotes Ferrari, 5 secondes plus pour le monégasque, et retiré celle de Lewis Hamilton. Non pas par affinité, comme disait Baptiste, avec l'appréciation plus ou moins développée envers l'un pilote ou un autre, mais vraiment que sur l'action pure. En fait, concrètement, il y a une manœuvre malheureuse, et je déplore le résultat plus pour George Russell. Mais surtout que ça relève du fait de course. Là, au contrario, effectivement, une défense très très musclée, trop musclée même de son coéquipier, peut entraîner un immense crash. Là où, dans les faits, si on veut regarder quand même les conséquences, finalement, il y a entre guillemets juste un abandon très léger qui ne met pas en cause la sécurité du pilote en début Grand Prix. Faut pas que ça vienne occulter malgré tout le bon week-end et la bonne course de Charles Leclerc malgré tout qui vient un petit peu confirmer en fait ce qu'on avait vu précédemment avec vraiment un meilleur feeling de son côté avec sa monoplace et cette deuxième place en fait vient confirmer le fait que Charles Leclerc est potentiellement de retour en très grande forme. Alors il a été aidé puisqu'on a eu deux VSC dont une qui a plus fait le jeu de Ferrari. Donc une première virtual safety car qui n'a pas duré énormément de temps. On a vu Kimi Antonelli rentrer à ce tour-là, mais c'était aussi plutôt pour couvrir la stratégie de Max Verstappen qui était rentré un tour plus tôt. Et puis quelques boucles plus tard, on a vu cette deuxième VSC profiter aux deux Ferrari, donc qui ont fait un double stop, qui a permis notamment à Lewis Hamilton de payer sa pénalité avec un moindre coût, et puis surtout à Charles Leclerc de sauter complètement Max Verstappen et de ressortir devant Kimi Antonelli, on va dire à la régulière, sur cette course-là. Rattrapé finalement par le pilote britannique, mais le pilote italien. Le pilote italien de l'écurie britannique. Voilà, merci. Mais Charles Leclerc qui avait un très bon rythme ce week-end malgré tout, Baptiste. Ouais, franchement, je pense qu'il pouvait pas faire mieux. Le Monégasque qui sortait de sa belle victoire au Grand Prix de Silverstone, bon, qui avait été certes bien aidé par l'abandon d'Antonelli, mais c'était une autre histoire, c'était une autre course. Mais ouais, non, franchement, il pouvait pas faire mieux parce que effectivement, comme tu le dis, il profite de la safety car, de la virtual safety car. Il ressort pile poil devant Antonelli, d'autant plus que c'était un Grand Prix à un seul arrêt, hein. La dégradation des pneus était plus faible qu'attendu, donc c'était un arrêt ou rien, il n'y avait pas de stratégie alternative possible sur ce coup, donc une fois que Charles est ressorti avec ses hards, il fallait tenir jusqu'au bout. Malheureusement, voilà, la Mercedes est toujours un petit peu plus rapide que la Ferrari, surtout quand on connaît le niveau de confiance d'Antonelli cette saison. Il est en mission, voilà, il a son objectif, il est déterminé, il est en très bonne voie pour baissée, vas-y, quoi. Pour aller remporter son premier titre de champion du monde à l'issue de cette saison. Et voilà, et puis surtout, on l'a vu à de multiples reprises ce week-end dans la ligne droite de Kemmel. Une fois qu'il y a l'aspiration et le déploiement d'énergie, c'est très très difficile pour la voiture de devant de se défendre. Et donc, il n'y avait rien à faire malheureusement pour Leclerc face à Antonelli dans le 34e tour. Alors il est resté après Charles Leclerc pendant quelques tours dans la seconde derrière Antonelli, donc il pouvait activer le mode dépassement. Malheureusement, il n'a pas su, il a pas réussi en tout cas à reprendre le jeune italien, mais voilà, il a clairement optimisé le résultat avec cette deuxième place. Malgré le fait qu'il ait réussi à pousser quand même Antonelli à l'erreur, parce qu'il est quand même sorti des limites de piste à ce moment-là, mais ça n'a pas suffi, disons, pour que Charles Leclerc puisse récupérer, au moins tenter sa chance pour récupérer la première place. Quentin, on a Max Verstappen qui vient compléter ce podium-là. T'as pensé quoi de son week-end à lui aussi? Parce qu'en qualification, il fait une très bonne qualification, aidé par Isaac Hadjar en Q3. Mais très bon week-end, moi j'ai trouvé de Max Verstappen, malgré le fait que tu sens qu'il est un petit peu en dessous quand même en termes de performance. Ce week-end, si je devais le résumer en un mot, je dirais optimiser. En fait, on voit que malheureusement, il y a un déficit de performance de la monoplace qui ne peuvent pas aller chercher beaucoup plus. D'ailleurs, détail amusant, Red Bull avait retiré son aileron dit Macarena, donc s'ouvrait à l'envers pour ce week-end. Donc peut-être qu'ils sont en train de revoir aussi leur copie. Il faut dire qu'avec tous les problèmes qu'ils ont connus avec ce fameux aileron, il fallait mieux le retirer. Après le dernier week-end, c'est ce qui était apparemment dans les tuyaux, ils allaient apparemment le retirer. Ça fait suite au crash de Max Verstappen à Silverstone et également en Q3 à Spielberg. Rappelez-vous, il était parti se fracasser dans le mur. Donc, je crois pas qu'il soit destiné à revenir, du coup, pas tout de suite, peut-être l'aileron. Ouais, ils doivent retravailler dessus, et donc on est revenu à une version plus classique avec l'aileron qui reste dans le même sens comme à l'époque du DRS. Puis le pauvre. Donc sa chance-là, on peut imaginer qu'ils ont perdu quand même pas mal de vitesse en ligne droite, overall, tout sur un circuit comme Spa.
Mais néanmoins, ils ont réussi à optimiser pour aller faire 2 très bons résultats entre le podium de Max Verstappen et la 6e place de son coéquipier Isaac Hadjar. Franchement, non, je dirais que c'est un très bon week-end pour sauver les meubles, on va dire ça comme ça. Isaac Hadjar, on va en parler justement parce qu'Isaac Hadjar, il partait tout au fond de la grille puisqu'il avait changé beaucoup de pièces sur sa monoplace et il a fait une course mais incroyable. Ça, C'est c'est le pilote pareil, du ça jour. fait partie C'est des clairement choses le pilote qu'on du a jour. quasiment rien vu du pilote français sur le Non. Grand Prix. Mais on le voyait sur la barre du classement à gauche remonter. Il passe 2 fois au stand sur la première safety car du début de course. Et donc du coup, il tente de garder, alors je sais pas si c'était l'objectif à la base, de garder les hards sur toute la course, mais tout du moins il va pour se décaler sur la stratégie. Et on sait qu'il est largement plus rapide que la moitié des écuries qu'il y a devant lui. Mais donc du coup, il doit se débarrasser des Aston Martin, des Cadillac, des Haas, avant de pouvoir commencer à se battre sérieusement. Et puis il le fait, mais d'une manière magistrale. Ouais, c'est clair. Donc il est parti 21e, Isaac, et il était déjà après le premier tour, avant le déploiement de la safety car, il était déjà 16e, donc il avait gagné 5 places en même pas un tour. Alors effectivement, tu l'as dit, il a commencé avec des pneus hard. Il est tout de suite passé au stand en profitant de la safety car pour chausser des pneus médiums. Comme ça, il avait au moins les 2 trains obligatoires déjà chaussés. Et il est repassé au stand une deuxième fois, donc à la fin du deuxième tour, pour remettre ses fameux hard et tenter de faire le Grand Prix jusqu'au bout. Et c'est ce qui lui a permis, du coup, vu qu'il avait fait son arrêt obligatoire finalement et ses 2 trains de pneus différents obligatoires, ça lui a permis de faire sa course et de remonter aisément. Alors bon, finalement, il n'a pas fait toute sa course sur ses hard, il s'est arrêté. Je sais pas si ça aurait tenu. Moi, ça me paraissait vachement ambitieux. Ouais, c'était très ambitieux. Et donc du coup, il a profité de la virtual safety car du 19e tour. Enfin, du 20e tour pardon, pour s'arrêter et chausser un autre train de hard. Mais ouais, super course d'Adjar, 10e dès le 15e tour, ce qui est quand même assez rapide. Et après, il a su maintenir en fin de course Norris qui revenait comme une bombe avec des pneus plus frais. Norris qui était sur une stratégie décalée, qui s'était arrêté au 30e tour pour chausser des pneus médiums. Qui lui-même était parti 13e à la suite de la pénalité de 10 places qu'il avait. Absolument. Mais du coup, Isaac a réussi à maintenir derrière lui Norris qui lui avait des pneus plus tendres et 10 tours plus frais. Donc bon, il fallait pas un tour de plus parce qu'ils finissent dans la même seconde les deux, mais il y a 8 dixièmes d'écart, 7 dixièmes d'écart pour être précis entre les deux sur la ligne d'arrivée. Mais super course d'Isaac, c'est sans doute, lui-même l'a dit, Red Bull l'a dit, c'est sans doute sa meilleure course avec le Taureau Rouge depuis qu'il les a rejoints cet hiver. Et on n'a rien vu, voilà. Putain, et on n'a rien vu, mais on n'a rien vu de ça. Mais voilà, c'est aussi le 6e top 6 consécutif d'Isaac Hadjar. C'est une première depuis très très longtemps. Je crois que c'était Alain Prost le dernier pilote à l'avoir fait. Alain Prost en 82, voilà. Je crois. Donc c'est tout à fait notable. Là où par exemple à l'époque Pierre Gasly n'avait pas réussi cette performance lors de son passage chez Red Bull, ou je pense également à Yuki Tsunoda, William Lawson pour ne citer que. Donc ouais, c'est super encourageant. Ouais, d'autant plus de second pilote, il s'en sort très très bien. D'autant plus quand on sait le contexte incertain qui entoure l'écurie Red Bull avec l'avenir de Max Verstappen qui s'écrit en pointillé pour le moment. Donc ça montre que si jamais il était potentiellement amené à devenir le leader, il aurait l'étoffe potentiellement de devenir le leader de cette équipe. Donc c'est super encourageant. Et maintenant on a qu'une hâte, c'est de le voir se battre pour des podiums, refaire des podiums, parce qu'il en avait fait un Monaco qui au final lui avait été retiré pour Pierre Gasly. Mais on a hâte de le voir se battre cette fois pour des podiums et des victoires. Il y en a un autre qui s'est très bien battu ce dimanche, Quentin, c'est Bortoleto, qui termine 8e. Lodi qui performe à un niveau qu'on n'attendait sûrement pas en début de saison. Et on a senti toute l'émotion qu'il y avait à la radio à l'arrivée, avec son ingénieur qui le félicite, et Bortoleto quasiment en larmes après cette belle course du Brésilien. Bah, légitimement, parce que franchement, P8 en Audi, on voit vraiment qu'il conserve sa pente ascendante en termes de performance. C'est assez incroyable. Surtout sur un Grand Prix où, in fine, il n'y a pas vraiment eu de DNF, hormis celui de George Russell, qui puisse impacter son résultat. Ça veut dire une 9e place à la régulière. Ça joue les points, et franchement, c'est une grosse preuve de performance de la part du pilote brésilien. Et ça fait plaisir à voir, notamment quand son coéquipier expérimenté et non pas moins rapide, Nico Hülkenberg, ne fait que P13. Franchement, ça fait
plaisir et il y a raison d'avoir l'émotion parce que c'est un très gros prospect qui commence à arriver là. Si on peut commencer à performer avec une Audi, c'est une très belle annonce pour la suite de la carrière. Pareil, on n'a pas vu beaucoup d'action en piste, malheureusement, témoignant de cette performance. Toutefois, on ne peut que saluer l'effort et la constance de résultats que nous offre le pilote brésilien. Ouais, et pour compléter tes propos, Quentin, tu l'as rapidement sous-entendu, mais je parlais de l'avenir de Max Verstappen qui s'écrit en pointillé. Quand la silly season sera officiellement ouverte, je pense qu'il faudra surveiller Gabriel Bortoleto, parce que ça pourrait être vraiment un profil qui pourrait intéresser plus d'une équipe. Et donc je serais très curieux de voir s'il pourrait justement profiter lui de cette silly season pour grimper dans la hiérarchie et avoir une voiture plus compétitive. Tu le verrais aller où? Là comme ça je sais pas, mais Parce que... si j'étais une écurie, alors peut-être pas un top team, mais voilà, Ouais, il faut rester mesuré. Les pilotes côté aussi, on a Wehrmann, mais bon, qui est censé être attaché à Ferrari. Peut-être Lindblad qui fait un très bon début de saison en tant que rookie. Alors j'ai pas les fins de contrat, les durées de contrat de tous les pilotes sous les yeux, mais en tout cas si j'étais une écurie, je garderais un œil sur Gabriel Bortoleto. Bien sûr, tout à fait. Oui, très clairement. J'évoquais Lindblad à l'instant, justement, on arrive sur peut-être ceux qui m'ont le plus régalé ce dimanche, donc après coup, malheureusement. Mais les Racing Bulls et les Alpines, je vais faire un tour sur ces 4 voitures-là, parce que ça nous a offert du spectacle, mais de folie ce dimanche. De quoi De folie. Non, mais vraiment, c'était une dinguerie. On n'a rien vu, hein. Mais les 2 pilotes Racing Bulls, pour commencer, se sont tirés la bourre, notamment en tout début de Grand Prix. C'était assez impressionnant, c'était très chaud. Mais c'est ça qu'on aime. Ah ouais, mais c'est dingue, ils se touchent pas, et ça, c'est ce qui rend le truc encore plus beau. Et même s'il y a une petite sortie de piste à la fin dans les combes pour un des 2 pilotes, je sais plus lequel, mais c'était juste incroyable. Et puis après, ce qui s'est passé avec les Alpines aussi, puisque du coup, c'est là que s'est déroulé le 3 de front, avec Colapinto, Gasly et Lawson, et donc Colapinto qui dépasse les 2 pilotes devant lui. Qui a été super bien montré à la télé, on l'a vu dans dans le petit fenêtre encart à gauche là. C'était pas mal. Non, mais c'est idéal pour voir des moments qui sont incroyables, qui sont magiques. On a vu le cas il y a quelques années avec Esteban Ocon, et évidemment il y a un peu plus longtemps avec Hakkinen notamment, mais on ne vit pas ces moments-là, et pourtant ils ont fait, on va dire les 4, ont fait une superbe course avec le Gasly malheureusement qui termine seulement 11e. Alors que ça nous régale, même si Alpine en ce moment, on est en train d'avoir plus de difficultés que Racing Bull, justement, qui est plutôt sur une pente ascendante. Ouais, c'est un petit peu plus dur depuis 2 Grands Prix. Déjà à Silverstone, les Racing Bull c'était plus rapide que les Alpines. Et là, ça se confirme encore sur ce Grand Prix à Spa. Et surtout, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que maintenant, c'est Colapinto qui termine plus régulièrement devant Gasly que l'inverse. Oui. Est-ce que c'est une baisse de forme de Gasly? Est-ce que c'est juste Colapinto qui progresse de Grand Prix en Grand Prix? Est-ce que c'est un peu des deux? Je ne sais pas. J'ai l'impression que Gasly, mais c'est quelque chose qui me frappe. Il est plus dans la dynamique de la voiture, dans le sens où quand la voiture va bien, Gasly va très bien, mais quand la voiture va un peu moins bien, lui vraiment pareil, il oscille plus vers le bas. J'ai l'impression quand moindre changement, moins fluctuation de la monoplace. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Après voilà, les écarts sont pas abyssaux. Merci, avec Colapinto, ça rime en plus. Donc voilà, il reste quand même s'il est derrière, il reste quand même relativement proche de l'Argentin. Mais c'est une tendance qui est de plus en plus fréquente ces derniers temps, qu'on voyait pas du tout l'année dernière. Gasly mettait une pilule sur pilule à Colapinto. Donc j'espère que le Français va vite se reprendre, surtout que il a fait un début de saison exceptionnel en étant à chaque Grand Prix dans les points. C'est que son deuxième où il est hors des points. Voilà. Donc espérons que là, il reste le Grand Prix de Hongrie ce week-end, mais qui rebondira après la trêve hivernale. Le estival. Ouais, la trêve hivernale. La trêve hivernale en août, bien sûr, évidemment. Bien sûr. C'est bien connu. Quentin, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ce point-là, parce que je te dis encore une fois, j'aurais aimé parler plus en longueur de ces 4 pilotes-là, mais à moins d'évoquer les stratégies pneumatiques qu'il y a eu, mais encore, il y a eu la VSC qui a tout chamboulé. Ouais, même là. Il y a eu du beau spectacle que j'aurais aimé voir en direct. À part le problème, c'est j'en reviens au propos d'introduction, on va dire c'est du beau spectacle qui était gâché. On l'a pas vu à la télé, c'est beau de voir les actions a posteriori, mais ça aurait été mieux de pouvoir en faire bénéficier l'intégralité des spectateurs présents derrière leurs écrans en live. Et voilà, juste dommage, mais on espère que ça va continuer et qu'ils vont redresser le tir. Ça fait quand même plaisir de voir un peu plus de bataille entre les coéquipiers. Comme vous dites, la remontée en performance de Colapinto, même si c'est un peu plus changeant, ce serait quand même bien que ça continue dans cette dynamique-là, bien qu'on préférait voir notre Pierre national devant.
Et voilà, hormis ça, on espère que le futur nous montrera de plus belles choses en direct au lieu de se rattraper sur Twitter. On va dire ça comme ça. D'autant plus que c'était, comme on l'a dit en préambule de cet épisode, que c'était le dernier Grand Prix de Belgique avant 2 ans, puisqu'il y aura la fameuse alternance entre Spa et Barcelone, visiblement, il me semble. Enfin, en tout cas pour les prochaines saisons. Donc le prochain Grand Prix de Belgique, ce sera en 2028, ce qui est fort regrettable quand on sait l'histoire et l'héritage qu'a ce Grand Prix par rapport à la Formule 1, et surtout que c'est le préféré des pilotes et des fans, quoi, avec Monaco. Donc bon. Puis on pouvait venir rendre hommage un petit peu à Antoine chaque année Aussi. On va conclure rapidement avec un point sur les classements, mais juste un petit mot sur Esteban Ocon qui a encore vécu un week-end fantomatique là du côté de la Belgique. Ça m'attriste un peu, mais bon, encore une fois, ça fait un petit moment qu'on le voit, que Esteban Ocon a du mal, il se fait poutrer par son coéquipier, j'ai pas d'autres mots. C'est triste, c'est triste. Franchement, ça fait de la peine parce que Esteban, au-delà d'être un bon pilote, c'est quand même un bon mec. Mais oui, c'est vrai qu'on commence à s'habituer à le voir derrière Berman, sortir en Q1, ne pas réussir à s'extraire de la Q1, effectivement. Voilà. Malheureusement, chaque jour qui passe nous rapproche d'une éviction d'Esteban Ocon d'As et voire même de la Formule 1. Cet été, je serais pas surpris quand il y a une annonce d'As. Après, je sais pas qui il pourrait placer, mais je serais pas surpris. C'est dommage parce qu'en plus, c'est vrai que ce week-end, il fêtait les 10 ans de son premier Grand Prix en F1. C'était à Spa en 2016 avec Manor. C'est dommage, mais bon, j'ose espérer un sursaut d'orgueil ou un sursaut de performance, peut-être des améliorations sur l'As qui arriveront en deuxième partie de saison. Non, mais c'est la suspension. J'ai on a un beaucoup de problème mal. avec la suspension. Les réglages n'étaient pas bons. J'ai beaucoup de mal, malheureusement, à imaginer Esteban Ocon sur la grille l'année prochaine. Petit point sur le classement, du coup. On va terminer là-dessus parce que bon, on l'a même pas fait. Évidemment, avec donc le classement de ce Grand Prix de Belgique et la victoire de Kimi Antonelli, 6e victoire de la saison pour le pilote italien, devant Charles Leclerc. Max Verstappen complète le podium, devant Lewis Hamilton qui se trouve à la 4e place. Oscar Piastri termine 5e. Isaac Hadjar, lui, termine à la 6e place, juste devant Lando Norris. Gabriel Bortoleto, on l'a dit, 8e place avec Saudi. Arvin Lindblad termine 9e sur sa Racing Bulls. Et Franco Colapinto ferme le top 10 avec son Alpine. Pierre Gasly termine juste derrière à la 11e place. Et donc, on l'a dit, Esteban Ocon termine 17e malheureusement. À noter qu'il y a eu 3 abandons pendant ce Grand Prix: Lance Stroll, Sergio Perez et George Russell. On va passer au classement pilote, classement général, avec évidemment Kimi Antonelli, leader plus que jamais avec 204 points, devant Lewis Hamilton qui est à la 2e place avec 159 points. George Russell est 3e avec 154 points, Charles Leclerc 4e avec 126 points, Norris 5e avec 103 points, Piastri 6 avec 92 points. Max Verstappen est 7e avec 91 points. Isaac Hadjar, le premier français, est 8e avec 60 points, juste devant le deuxième français au classement, Pierre Gasly, avec 42 poinns. Liam Lawson ferme le top 10 avec 39 points. Et Esteban Ocon, 17e avec 3 petits points, malheureusement. À noter que 4 pilotes n'ont toujours pas marqué le moindre point cette saison. Il s'agit de Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Sergio Perez et Lance Stroll. J'en viens à oublier que Alonso a marqué un point. Eh oui, un point miraculé au Grand Prix de Monaco. Et enfin, on termine avec le classement constructeur. Mercedes premier avec 358 points, devant Ferrari deuxième avec ses 285 points, McLaren troisième avec 195 points, devant Red Bull qui a 151 points. Alpine et Racing Bull sont ex-aequo, figurez-vous, avec 61 points, chacune à la 5e place. AC 7e avec 21 points, Williams 8e avec 11 points, Audi 9e avec 10 points, donc Audi qui revient sur Williams, plus qu'un point d'écart entre les deux écuries. Williams qui n'est pas du tout en très bonne forme. Ouais, il faudra en parler ultérieurement. Et Aston Martin et Cadillac ferment la marche. Aston Martin 10e avec 1 point, Cadillac 11e, seule écurie à ne pas encore avoir marqué de points. Merci beaucoup Baptiste. Prochain rendez-vous là tout de suite cette semaine du côté de la Hongrie. Dernier rendez-vous avant la pause, si je dis pas de bêtises. Absolument. Voilà. On se retrouvera à Zandvoort ensuite le week-end du 23 août. Voilà, donc on aura cette dernière course avant une petite nouvelle pause. On va dire, on a eu 3 pauses cette année de F1, vrai, en tout début d'année, et puis après les 2 premières courses, 2 ou 3 premières courses. Et là, on va être sur notre 3e pause de F1 de l'année. C'est long, si on pouvait un petit peu plus répartir. Mais bref, on se retrouve très vite. Merci à vous d'avoir écouté Lights Out. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, bisous.